people can take it no more, for your rulers have failed us for too long. Our demands will be met at all cost. Peacefully or we shall rebel. Rise, it's a revolution. Stand for the future you want. Rise, it's a revolution. Mothers, fathers, sons and daughters, yeah. L'ACDIC ne dit pas que la grippe aviaire n'est pas dangereuse. C'est pas ça le langage. Mais l'ACDIC dit que la gestion a été catastrophique. L'ACDIC dit qu'il y a eu disproportion dans les mesures prises et qu'aucun protocole prescrit par l'OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale, et par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé humaine, si on peut dire comme ça, aucun protocole ne prescrit la fermeture totale des marchés. Aucun protocole. L'OMS dit que le virus est certes pathogène, mais son importance est mineure à ce jour sur les êtres humains. Donc quand on dit que c'est hautement pathogène, il faut bien faire la nuance, dire que c'est hautement pathogène pour les oiseaux, mais pas pour les êtres humains. Pourquoi? Parce que en 2004, lorsque l'on a mis en avant la souche H5N1, c'est parce que la transmissibilité à l'homme a été découverte. Et on s'est dit que si ce virus qui est hautement pathogène pour les oiseaux mutait au contact du tissu humain, alors cela pouvait être aussi dramatique. Parce que chez les oiseaux, ça tue jusqu'à 100% du cheptel. Donc, les pronostics, comme vous savez, quand ce genre de choses arrivent, disaient en 2004 que si le virus mutait au contact du tissu humain, cela pouvait tuer jusqu'à 100 millions de personnes en 3 jours. D'où la psychose. Cette psychose s'expliquait par des expériences antérieures. En 1918, il y a eu ce qu'on appelle la grippe de 1918 qui a décimé millions de personnes. Il y en a aussi eu en 1957. Il y en a eu dernièrement en 1968. Donc l'OMS, en 2004, n'a pas voulu prendre de risque et a donc demandé le temps de comprendre, de connaître le virus, que l'on décime tous les cheptels. C'est pour ça qu'au Cameroun, par exemple, lorsqu'on a annoncé qu'il y avait un canard mort au nord du Cameroun, on a détruit tous les cheptels sur le plan national, dans la mesure où il fallait détruire les agents potentiels susceptibles de permettre la transmission de la maladie. Donc, mais 10 ans après 2004, notamment au 27 février 2004, l'OMS, pour ce qui concerne la santé humaine, a fait un bilan et a déclaré qu'en 10 ans, le virus n'avait pas muté au contact du tissu humain, comme on pensait, et que les hypothèses qui avaient été émises en 2004 n'ont pas été vérifiées. Nous sommes là au 27 février 2014. Je parle là d'un bilan réel sur la grippe aviaire qui existe. Et donc, jusqu'en 2016, l'OMS n'a pas changé de position. L'OMS dit qu'elle n'a pas de données faisant état de ce que le virus a tué les consommateurs. Aujourd'hui, aucun consommateur n'est mort de grippe aviaire. Aucun. Ce n'est pas hautement pathogène pour les hommes. Et l'ampleur est mineure. J'utilise les termes de l'OMS. Pourquoi? Parce que en 10 ans, de 2004 à 2014, l'OMS a observé que seules 603 personnes ont été attaquées par la maladie dans le monde entier. C'est 7 milliards d'habitants, 188 pays environ. Seules 603 personnes ont eu la maladie. Et de ces 603 personnes, en 10 ans, seuls 59% de décès ont été observés, soit environ 356 personnes. Donc, on n'a que 356 personnes qui sont décédées de grippe aviaire dans le monde entier depuis 2004.
Et donc, vous voyez que nous sommes dans un pays où l'alcool, le tabac et tout ça décime nos populations. Et la grippe aviaire tue. Mais l'OMS dit que l'ampleur est vraiment mineure. Pour la simple raison que le virus meurt à 45 degrés. Or, quand on bout l'eau, oui, quand on bout l'eau, c'est déjà 90 au moins. C'est déjà plus de 90 degrés, vous voyez. Et donc, le virus ne peut pas résister. Il y a des gens qui vont très loin en disant même que le virus ne peut pas vivre dans notre ventre parce que ça chauffe plus le plasma. Vous comprenez? Et donc, les seuls cas d'infection signalés, tout a commencé à Hong Kong en 1997. Et c'était un couple. L'OMS dit que c'est des gens qui menaient une relation intime avec le poulet. Bon. Donc il faut un contact prolongé pour qu'il y ait transmission. Et peut-être parfois, voilà, vous comprenez. Et donc, deuxième cas que l'OMS signale, c'est que les seuls consommateurs qui ont eu cette maladie, et ce n'est pas en Afrique, peut-être en Asie du Sud-Est, c'est les gens qui ont bu le sang de la volaille crue. Et ça fait partie de ces 356 personnes décédées. Donc, en Afrique subsaharienne, on a eu un seul cas de décès. C'était au Nigeria en 2007. Mais malgré ça, au moment où je vous parle, le Nigeria est infecté. Mais vous ne voyez pas qu'au Nigeria, où il y a même eu un décès, la filière est entièrement décimée comme chez nous. Le Ghana est infecté. En France, si on prend juste un département comme la Dordogne, et puis vous pouvez voir partout dans les départements en France, la Dordogne, vous avez 15 foyers. Juste un petit département. Mais ils continuent à exporter leur volaille, etc. Même en Côte d'Ivoire, partout. Au Burkina, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Inde, en Chine. Pourquoi? Parce que 10 ans après, on connaît déjà le virus. On sait comment il fonctionne. Et donc le protocole est simple. Le protocole prévoit que l'on circonscrit, on détruit tous les matériaux provisoires, on désinfecte, et puis il y a 5 jours d'incubation. Après 5 jours, on ne trouve plus un cas. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de virus, le truc est fini. Donc, c'est le protocole qui indique ça. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on observe que le protocole même au Cameroun n'a pas été respecté. Le premier problème, c'est ça. Nous entrons là dans les dysfonctionnements. Le protocole n'a pas été respecté. Prenons Bon Petit. Quand l'incident est survenu en Bon Petit, le protocole aurait voulu que l'on décape entièrement le sol, parce que les fientes, par exemple, que l'on décape le sol, enlève les fientes, et puis peut-être faire l'enfouissement, comprenez, pour nettoyer, désinfecter le coin. Le FAO lui-même a remarqué le lendemain qu'en Bon Petit, les fientes étaient encore entassées. Ce qui était non pertinent pour la lutte contre cette affaire. Deuxième chose en Bon Petit. Et après, on va généraliser ça sur tous les autres foyers. En Bon Petit, le protocole voudrait que l'on détruise dans le foyer, qui est un rayon de 3 km, autour du point où l'on a trouvé un cas. Donc, le protocole a voulu qu'autour de Bon Petit, on fasse un rayon de 3 km. On détruit tous les oiseaux. Pourquoi? Parce que probablement ceux qui ont étudié les oiseaux ont vu qu'ils restaient dans un rayon de 3 km quand ils viennent manger dans une ferme. Vous savez, les oiseaux sauvages entrent dans les fermes, ils mangent, ils repartent dans la nature. Et donc,
il fallait détruire dans un rayon de 3 km tout ce qui est comme oiseaux, même les poules de la cour basse, il fallait tout détruire, faire un PV. Au sens de l'article 544 du Code civil au Cameroun, on devait, prendre un acte d'utilité publique qui permet de détruire tout ce qu'il y a comme oiseau dans ce périmètre-là. Ensuite, on fait un PV pour l'indemnisation. Vous comprenez, ça n'a pas été fait. Et donc, potentiellement, ça laissait la possibilité que des oiseaux qui sont allés dans le complexe de Borbeti, je pense que c'est quand même 92 hectares, c'est trop grand, qui puissent ressortir, aller infecter d'autres poules et d'autres oiseaux dans les environs, etc. Donc le protocole n'a pas été respecté. Même chose au marché de Borgada. Vous allez maintenant au marché de Borgada, vous allez encore trouver les fientes, vous allez encore trouver le matériau provisoire. On aurait dû détruire, brûler, enfouir, et puis ouvrir le marché 5-10 jours après, parce que la phase d'incubation c'est 5 jours. Vous comprenez, 5 jours après, si on n'a pas observé d'autres signes, il n'y a rien. Donc c'était pas quelque chose d'aussi catastrophique. C'est pour ça que d'autres pays arrivent à vivre avec la grippe aviaire. Parce que moi j'étais en Côte d'Ivoire lorsque on déclarait cette histoire à la frontière ghanéenne, à l'est, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce que vous observez? Ils ont détruit ça là-bas, personne n'était au courant à Abidjan. Donc, c'était pas la peine de créer une psychose. Aujourd'hui, qu'on connaît la maladie, on circonscrit, on détruit, 5 jours après, c'est fini. On aurait géré ça simplement comme ça, que cela n'aurait posé aucun problème à l'économie nationale. Donc, et puis, si Borbeti a été négligent, personne ne nous dit même comment c'est arrivé à Borbeti. C'est déjà quelque chose même qui, dans la transparence, nous intéresse, nous en tant que société civile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça dire que c'est arrivé à Borbeti, comme si ça a poussé à Borbeti, c'est pas possible. C'est venu d'où? Et quelles sont les chaînes de responsabilité? Ça, on ne l'a pas. Donc, si Borbeti, en considérant que Borbeti a fait une bêtise, toutes les autres fermes du Cameroun ne vont pas payer pour cette bêtise. Vous comprenez? Et donc, il aurait fallu que, même si on détruisait tout Borbeti, on détruit tout Borbeti, mais ce n'était qu'une ferme sur autant d'autres fermes au Cameroun. C'était ça la démarche. Donc, ça n'a pas été le cas. Et le gouvernement a plutôt pris une mesure portant fermeture de tout le Fundi. Et ça, c'est déjà arbitraire, parce que de tout ce que je vous dis là, rien ne dit qu'il faut fermer une circonscription administrative. What for? Si le Fundi, seulement Yaoundé, on dit c'est 32 km. On ferme tout Fundi sur la base de quoi? C'était déjà abusif. Or, en fermant tout le Fundi, on a fermé la route du commerce vers la sous-région. Ça, c'est le gros problème. La route du commerce vers la sous-région. Et vous avez dit c'est 60% du marché. Puisque tout était conditionné à Mokolo. Et c'est de Mokolo que les camions partaient. Quand on avait, puisque le climat est favorable à l'ouest pour faire l'élevage, nous avions 80% de la production du Cameroun à l'ouest. Et donc, si vous fermez l'entrée dans le Fundi, les produits de l'ouest restent bloqués. Cela a été les premiers jours et les problèmes qui se sont posés. Où on a dit à monsieur le ministre, c'était inopportun de fermer tout le Fundi. On ne vend pas dans le marché de Borgada, c'est d'accord, dans la mesure où il fallait circonscrire la zone où le virus est signalé. On tue, mais on laisse d'autres marchés, là où le virus ne s'est pas signalé. Donc c'est là où les débats ont commencé. Et au lieu d'ouvrir, au niveau du Fundi, ils sont allés fermer à Tonga, à l'entrée du centre. Donc il y avait la barrière à Tonga.
Parce que les gens voulaient passer par bas là, contourner le Fungi pour aller en Garoundéré. Et de Garoundéré, aller dans la sous-région. Puisque de l'ouest, quand vous passez par le Noun pour aller en Garoundéré, la route est extrêmement mauvaise pour des produits comme les œufs. Vous ne pouvez pas amener les œufs là-bas, tout se casse. Donc il préférait contourner, passer par bas la partie. Or, on a fermé à Tonga. Les affrontements ont commencé là. Et les gens se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ferme à Tonga? Ça n'a pas... À partir de ce moment, des questions ont commencé à être posées. Le doute a aussi commencé. C'est ce qu'on a commencé à se dire, l'histoire là, est-ce que c'est même pas tête chercheuse? Puisqu'on ne respecte pas le protocole, on ne fait rien. Et nous, on ne sait pas. Jusqu'au moment où on vous parle là, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'a jamais vu un bulletin d'examen comme ça, qui nous permet de dire que voici les résultats de Robert, voici les résultats de Robert, voici, on n'a jamais vu. Nous n'avons jamais vu. Et donc, on reste aussi dans le bénéfice du doute, en se disant, ok, on fait confiance au gouvernement. Mais tel que les choses se gèrent, on a eu des soucis sérieux. Donc, je vous ai un peu raconté de bout en bout ce qui s'est passé jusqu'autour du 1er. Nous sommes là autour du 1er, entre le 1er et le 5 juin. Les débats étaient simplement à ce niveau-là, en disant il faut laisser les couloirs pour écouler les produits qui ne sont pas touchés, infectés par la grippe aviaire. Pour que vous compreniez l'ampleur, la production nationale, au moment où nous parlons, la production nationale au 23 mai 2015 était simplement, si on prend les œufs de table, on avait simplement pour la région du centre et de l'ouest, on avait environ 5 millions de produits par jour. Vous ne pouvez pas stocker ça, c'est trop. Il faut écouler. Pour ce qui concerne les œufs à couver, c'est ces œufs qui permettent de faire les poussins d'un jour. Vous en aviez 300 000 environ. 300 000 environ par jour. D'œufs à couver au Cameroun. Il faut dire qu'en 2015, selon les statistiques de l'interprofession avicole, le Cameroun avait produit 45 millions de poulets de chair pour la consommation. Et les objectifs pour 2016, c'était 50 millions. Donc, l'enjeu était important. L'enjeu était important. Si je parle simplement des œufs, on peut parler maintenant de poulet. Et on peut parler aussi des poussins d'un jour qui étaient dans le pouvoir et qu'il fallait sortir. Parce que si on fait 300 000 œufs à couver par jour, comptez aussi 300 000 poussins d'un jour qui sortent par jour. Et à chaque fois, si vous multipliez par 400 ou 450 pour un poussin, vous voyez ce que ça fait comme perte. Si vous multipliez les œufs, les 5 millions d'œufs que j'ai dit là par 50 francs, vous voyez ce que ça fait. Si vous multipliez les œufs à couver par 300, vous voyez ce que ça fait. Quelles sont les actions qui ont été prises? Parce que les actions ont été prises au fur et à mesure que l'actualité évoluait. Entre le 1er, le 5 et le 6 juin, les actions étaient de contraindre le gouvernement à respecter les protocoles pour que les levées des mesures soient rapides. Pour la simple raison que les œufs à couver, les 300 000 qu'on fait par jour là, périment 5 jours après. 5 jours après, vous n'avez plus de poussins. Vous comprenez? Les œufs de table périment 1 mois après. Donc, si vous stockez les œufs à couver plus de 5 jours, vous avez perdu tout ça. Donc, la bataille en ce moment-là était de dire on désinfecte rapidement
on désinfecte rapidement et on rouvre rapidement aussi le marché. Et pour cela, l'Arctique s'est rendu plusieurs fois sur le terrain, a organisé les professionnels du secteur en plusieurs types de sous-commissions. En commençant d'abord par une espèce de commission d'écoute psychologique. Les gens ont été affectés dans la mesure où, quand vous voyez quelqu'un qui a 100 000 sujets, qui s'est endetté, a hypothéqué sa maison, tous ses biens, pour s'endetter, vous le voyez, il ne vit plus, quoi. Il ne vit plus. Parce qu'il observe, il voit plus tard ce que cela suppose. Nous avons par exemple assisté à la destruction d'environ 2 millions de accumulés. Multiplié par 300, vous avez 600 millions. Destruction, enfouissement, 600 millions de... J'ai la vidéo. Devant l'huissier et devant le délégué départemental du Namibia. Quand quelqu'un perd 600 millions comme ça, du jour au lendemain, c'est difficile. Il faut le soutenir. La première action que la mairie a faite, soutenir. Deuxièmement, il fallait faire respecter la législation en vigueur. Il n'y avait en ce moment que 2 arrêtés. L'arrêté portant interdiction dans le Fundi. Et à l'ouest, il n'y avait même pas d'arrêté à ce moment. Ensuite, il y a eu un arrêté à l'ouest, l'arrêté du gouverneur, qui ne porte pas déclaration d'un foyer à l'ouest, mais qui porte mesure à prendre pour lutter. C'est-à-dire qu'il y a eu un ponce-pilatisme dans cette histoire. Et jusqu'à ce jour, le gouverneur de l'ouest n'assume pas les mesures. Il n'a jamais déclaré qu'il y avait dans sa circonscription, parce qu'on prend un arrêté, c'est ce que demande le Code civil, tu prends un arrêté portant infection, parce que c'est ça plus tard qui permettrait aux sinistrés peut-être de se pouvoir en justice ou bien d'aller expliquer sa situation à son banquier. Mais le type est allé sur le site de l'eau, il a copié les mesures qu'il faut, il a mis sur son antenne, il a signé. Et dans la mesure, il dit que le Kunki et la Mifi sont concernés. Donc, malgré ça, notre première action a été de faire respecter la législation, qui était simplement en ce moment-là, on n'avait que l'arrêté portant interdiction de la commercialisation dans le Fundi, dans le Kunki et puis dans la Mifi. Et donc, rien ne justifiait qu'on bloque les autres marchés sur le plan officiel, légal. Et une brigade dont avait été mise sur pied pour convoyer les produits qui ne venaient pas de ces 3 départements-là. Au fur et à mesure que l'actualité a évolué dans cette affaire, les mesures, les actions se sont aussi adaptées. Il y a eu une brigade sanitaire qui avait pour but d'appuyer les équipes du RESCAM, c'est-à-dire l'équipe des vétérinaires venus du service vétérinaire au ministère, pour désinfecter dans les marchés et les fermes. Donc, 10 vétérinaires avaient été mis à disposition pour appuyer en main d'œuvre ceux venus du ministère, parce que l'équipe venue du ministère, c'était à peu près 3 personnes, ce qui était pour nous la rigolade. Et donc, ces vétérinaires devaient appuyer en main d'œuvre et en technicité la désinfection. Et les éleveurs, par exemple, à l'ouest, avaient cotisé. Moi, je me rappelle une main d'œuvre qui a donné 3 millions pour appuyer, même en financement, l'opération de désinfection, puisque certaines autorités locales disaient qu'ils n'ont que leurs caisses sont vides et tout ça. Pour vous donner un exemple des choses anecdotiques qu'on fait dans notre pays, à la chefferie de Bayanga, où nous avons filmé, l'équipe de désinfection vient avec un flacon de Vicom périmé. On dit que le marché de Mbogada est infecté. On dit ok. Est-ce que tous les poulets sont infectés au Cameroun? On dit non. Faisons un petit coup.
Là où on peut vendre le poulet sain. D'accord, on dit on tombe d'accord, les gens comme ça, on tombe d'accord. Maintenant, les gens cotisent, ils vont faire que le gouvernement devrait construire. Mais que le gouvernement ne construit pas, les gars tombent d'accord. Il y a les gens qui donnent 10 000, d'autres 100 000, d'autres machin, ça fait 7 millions, on va construire. C'est là. Aller au 8e, c'est là. Ce n'est pas inauguré. Vous comprenez, ce n'est pas inauguré. Donc c'est abandonné comme ça. À partir de ce moment, un climat de méfiance a été institué. Et on s'est dit, il y a quelque chose de louche. Quelque chose de louche. Ce n'est pas contre la grippe aviaire qu'on veut lutter. C'est contre autre chose. Parce que si ça avait été contre la grippe aviaire, on aurait pris les mesures conséquentes pour lutter contre la grippe aviaire. Comme ça se fait ailleurs. Nous avons publié comment est-ce que ça se passe. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire pour contenir le virus et puis c'est terminé. Et c'est ce climat-là qui a conduit à tout ce que vous avez observé. C'est-à-dire déjà, il y a un collectif des artisans du secteur avicole qui s'est constitué et c'est ce collectif-là qui a initié des marches. Donc nous avons commencé des actions de médiatisation, de très forte médiatisation. Ça n'a pas ébranlé le ministre et donc on s'est dit, comme le ministre ne comprend rien, il est sourd, peut-être il faut s'exprimer, il faut passer, il faut demander à rencontrer le Premier ministre. Donc la première marche qui a eu lieu, organisée par ce collectif, qui nous a invités officiellement, parce que nous avons la lettre d'invitation de ce collectif-là. La première marche a eu le 23 juin. Et donc l'idée était de se faire recevoir par le Premier ministre. Et ce qui a été promis, parce que suite à cette marche-là, le Premier ministre a promis de les recevoir. La marche a eu lieu à 10h. Et le Premier ministre a promis de les recevoir dans l'après-midi. Et donc, ils sont venus attendre ici à la ville. Et c'est les camions anti-émeutes qui sont venus fermer partout ici. Le sous-préfet qui jouait les intermédiaires n'a pu réagir. Ce qui fait que la deuxième marche a été programmée le lendemain, ensuite la troisième marche, et c'est la quatrième marche qui a eu lieu le 30 juin. Cette quatrième marche a donc été reprimée. Et c'est au cours de cette marche que Bernard Dionga et 5 autres accuseurs ont été interpellés dans le but de disperser la manifestation d'après ce que nous avons entendu le sous-préfet dire. C'est lui qui a demandé qu'on arrête Dionga et 4 et les autres personnes pour disperser. Donc, ce qu'on n'a pas compris dans l'histoire, c'est qu'ils ont été conduits plutôt au commissariat spécial, c'est-à-dire au renseignement général. Ils n'ont pas été conduits au commissariat central, comme ça devrait être le cas. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et même les personnes qui n'étaient pas à la marche ont été inquiétées en marge de tout cela. Et donc, on s'est rendu compte que c'était toute autre chose. Si Massero était là, il en parlerait. Donc, des renseignements généraux, ils ont été transférés au commissariat spécial pour passer la nuit dans les cellules là-bas et le lendemain. Transférés où? Au commissariat central numéro 1, en face du MTN là. Et le lendemain, vers 9h, ils ont été présentés au procureur. Donc ils ont passé la journée à la cellule du parquet. Et le procureur les a entendus autour de 20h. Ils ont été libérés sous mandant, et je veux dire sous garant, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est-à-dire que chacun a présenté une personne qui se portait garante de les ramener devant la justice. Et la première audience a eu lieu le 4, lundi 4 juillet. Et l'audience portait sur, du moins le chef d'accusation, c'est l'organisation d'une manifestation illégale. Ils ont plaidé non coupable et ils ont demandé
le temps pour préparer leur défense et donc le procès aura la prochaine audience aura lieu le 1er août. Donc voilà à peu près le déroulement de cette actualité-là. Et comme il y a beaucoup d'incohérences dans l'affaire, l'ANTIC a décidé, à partir de ce moment-là, d'entrer en matière. Parce que là, c'était les agriculteurs qu'on accompagnait. Et à partir de ce moment-là, ce sont les actions de l'ANTIC, les actions initiées par l'ANTIC qui sont sorties. Donc l'ANTIC a fait un petit film documentaire sur les dégâts des décisions administratives que je vais vous présenter. Ensuite, l'ANTIC a ramené du terrain les œufs périmés, quelques œufs périmés, environ 14 400, qu'on a servi au ministre. Parce que ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que le ministre n'est jamais descendu sur le terrain. Jamais. Il n'est jamais allé dans une ferme voir ce qui se passe. Et on s'est dit que c'est peut-être parce qu'il ne connaît pas l'ampleur de la situation. Voilà, on lui a servi quand même un peu pour qu'il s'en rende compte. Je pense qu'il s'est vraiment rendu compte de l'ampleur de la situation. Des incongruités comme ça existent. Par exemple, le fait que l'argument officiel consiste à dire que l'on protège la santé de la population. Or, je vous ai montré que l'OMS dit que pour ce qui concerne la santé humaine, l'ampleur est mineure. Je vous ai donné les statistiques sur le nombre de personnes qui sont depuis 10 ans ou 12 ans tombées malades. Et je vous ai aussi dit qu'au Cameroun, on n'a jamais eu même un cas de malade, puisque certaines personnes veulent dire qu'on a placé 474 personnes sous surveillance. On ne sait dans quel hôpital. Ils n'ont jamais été placés, d'après nos informations, on ne sait pas où ils étaient, et sous surveillance. Et même s'ils étaient sous surveillance, c'est 5 jours, quoi. Donc, aujourd'hui, près de 45 jours après, on ne peut pas nous dire qu'il y a 474 personnes sous surveillance. C'est 5 jours la phase d'occupation dans cette histoire. Et donc, dans tous les cas, à la dernière conférence de presse, le ministre disait que de toutes les personnes qui ont été placées sous surveillance, aucun cas positif n'a été déclaré. Et au moment où nous vous parlons, nous sommes plus de 3 semaines du dernier cas supposé. Et rien ne justifie que plus de 3 semaines après le dernier cas supposé, il n'y ait toujours pas d'ouverture du marché. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on continue de fermer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toujours l'affaire de grippe aviaire, la grippe aviaire que tout le monde connaît?